Veuf riche voit chef préparer repas spécial pour sa fille allergique, vie transformée. Il y a des silences qui ne ressemblent pas aux autres, des silences plus lourds que le bruit du tonnerre, des silences qui s'installent dans la pièce comme une présence invisible mais omniprésente, qui vous regarde manger, dormir, respirer, aimer ou plutôt, essayer d'aimer encore, parce que ce silence-là, celui qui vivait dans l'appartement de Gabriel Morel, n'était pas une absence, non, c'était une douleur figée, une mémoire déguisée, un fantôme qu'on ne peut pas chasser parce qu'il porte le visage de celle qu'on a le plus aimé et le plus perdu. Gabriel n'avait que 42 ans, mais son dos était déjà voûté par une fatigue que le sommeil ne réparait plus, une fatigue venue de l'intérieur, qui prenait racine dans le creux de la poitrine et se diffusait jusque dans les os, une lassitude née du chagrin, de l'angoisse constante, de cette vigilance de chaque instant que lui imposait la présence fragile et précieuse de sa fille unique, Elina, une enfant au visage d'ange, à la voix douce et rieuse, mais enfermée dans une bulle invisible. Une forteresse de prudence, à cause d'un corps qui refusait de tolérer le monde tel qu'il était. Elle avait 7 ans et portait dans son cartable une trousse d'adrénaline, une fiche de surveillance, une liste de 9 aliments strictement interdits, et une peur sourde, bien dissimulée sous ses tresses, celle de manger quelque chose qui la tuerait, qui la brûlerait de l'intérieur, qui déclencherait une de ces réactions en chaîne que même les meilleurs hôpitaux ne peuvent parfois stopper. Depuis sa naissance, Gabriel avait tout fait pour la protéger, il avait engagé des nutritionnistes, des chefs à domicile, une infirmière spécialisée, il avait même transformé sa cuisine en laboratoire stérile, où chaque produit était étiqueté, testé, validé, traqué, mais rien, jamais, n'effaçait cette peur viscérale qui l'habitait, cette peur de ne pas être assez rapide, assez attentif, assez fort pour empêcher l'inévitable. Ce soir-là, pourtant, il avait pris une décision étrange, presque irresponsable à ses propres yeux, mais guidé par quelque chose de plus fort que la raison, le besoin de vivre, ou plutôt, de permettre à sa fille de vivre un peu, ne serait-ce qu'une soirée, hors de leur prison dorée, hors des routines étouffantes et des plats toujours tièdes qu'elle n'aimait plus. C'était un dîner d'affaires, dans un restaurant récemment ouvert, un lieu chic mais discret, niché dans une ruelle pavée du Marais, tenu par une chef montante dont tout le monde murmurait le nom sans vraiment savoir d'où elle venait, Léa Marchand, trentenaire passionnée, réputée pour sa créativité, sa rigueur, et une sorte de sensibilité rare dans le monde gastronomique, un respect presque sacré du produit et des personnes qui le consomment. Gabriel avait d'abord prévu d'y aller seul, comme toujours, de régler l'accord avec son investisseur canadien en 1 heure chrono, de rentrer à la maison avant 22 heures, mais Elina, ce jour-là, était rentrée de l'école avec les yeux brillants, les joues rosies par un fou rire mystérieux, et quand elle avait demandé timidement, « Papa, je peux venir avec toi? Je veux voir des gens manger autre chose que moi. » Il avait senti un nœud se défaire quelque part en lui, quelque chose cédait doucement, et il avait dit oui, sans même s'en rendre compte, comme si la voix d'Élise sa femme disparue lui avait soufflé que c'était le bon moment. Ils étaient entrés dans le restaurant main dans la main, une image paisible en apparence mais tremblante en profondeur, et dès qu'ils franchirent la porte, une chaleur inattendue les enveloppa, une lumière dorée qui dansait sur les murs en pierre, des parfums subtils flottant dans l'air comme une promesse de beauté, et des murmures feutrés remplis de cette excitation silencieuse qu'on ressent uniquement dans les endroits où la magie culinaire opère. Elina s'était assise sur la banquette de velours vert émeraude, les mains croisées sur ses genoux, les yeux grands ouverts sur le balai des serveurs, les assiettes qui passaient, les bougies qui vacillaient, tandis que Gabriel, tendu, nerveux, parlait à voix basse au maître d'hôtel, listant les allergies une par une, priant intérieurement qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les minimise pas, qu'on ne les juge pas. Mais ce fut Léa elle-même qui arriva à leur table, vêtue d'une veste noire de chef, ses cheveux attachés en chignon flou, les joues un peu rouges, les mains encore poudrées de farine, et qui s'agenouilla devant Elina avec une douceur désarmante, pour lui parler directement, les yeux dans les yeux, sans filtre, sans peur. Elle écouta, nota tout, posa des questions précises, regarda la fillette avec attention, puis, au lieu de promettre des adaptations ou de proposer un plat fade par sécurité, elle sourit doucement et dit : « D'accord, Elina. Je vais te faire un plat rien que pour toi. Un plat que personne d'autre n'aura, un plat qui sera bon pour ton ventre et joyeux pour ton cœur. Tu me fais confiance ? » Et Elina, après un silence dense, hocha la tête. Gabriel, de son côté, était resté muet, sidéré, troublé par cette façon qu'avait Léa de s'adresser à sa fille comme à une personne entière, pas comme à un cas médical, pas comme à un problème à gérer, mais comme à une petite fille normale, capable de goûter, de choisir, de rêver même. Le plat arriva 15 minutes plus tard, simple en apparence, un risotto de riz complet au lait d'amande maison, courgettes confites, et chips de betterave, mais la première bouchée que prit Elina déclencha une chose qu'il n'avait pas vue depuis des mois, un sourire spontané, sincère, large,
suivi d'un petit rire, puis d'un regard émerveillé vers la cuisine ouverte, où Léa faisait mine de ne pas regarder, mais jetait de temps en temps un coup d'œil, l'œil brillant de satisfaction. Ce soir-là, Gabriel n'avait presque pas touché à son plat. Il n'avait pas parlé affaires. Il avait simplement observé sa fille manger, vivre, respirer autrement, et il s'était dit que quelque chose de rare, de précieux, venait peut-être de commencer. Il ignorait encore à quel point cette rencontre allait bouleverser son monde. Il y a dans certaines rencontres une part de mystère qui échappe à la logique, une sorte d'alchimie souterraine qui se déploie lentement mais sûrement, sans qu'on sache vraiment pourquoi l'on se sent attiré vers l'autre, pourquoi l'on se surprend à penser à un regard, à une voix, à un geste répété dans un souvenir qui revient sans cesse, comme un écho doux et persistant. C'est ainsi que Gabriel, sans l'avoir prémédité, se retrouva 2 jours plus tard devant le même restaurant, tenant à nouveau la main d'Elina, qui sautillait légèrement sur le trottoir, les yeux pétillants d'une impatience joyeuse, chose si rare que Gabriel lui-même n'avait pas voulu briser cet élan, préférant céder à cette impulsion étrange plutôt que de rester enfermé dans ses protocoles rigides et ses règles de sécurité étouffantes. Il n'avait pas réservé, pas prévenu, pas réfléchi vraiment, il s'était simplement laissé porter par cette sensation inhabituelle que quelque chose de bon, de pur, l'attendait peut-être derrière ces murs en pierre claire, comme si cette cuisine chaleureuse et lumineuse avait ouvert plus qu'un appétit, elle avait entrouvert une porte vers une vie un peu plus libre, un peu plus légère, un peu plus vraie. Quand ils entrèrent, Léa n'était pas dans la salle, mais le maître d'hôtel les reconnut immédiatement, leur offrit un sourire complice et les installa à la même table, comme si une place leur était désormais réservée dans ce petit théâtre d'arômes et de textures. Elina, cette fois, demanda un jus de pomme, mais bio, hein, pas chimique, précisa-t-elle avec un sérieux comique et Gabriel, amusé par cette assurance nouvelle, sentit quelque chose se détendre en lui, une corde tendue depuis trop d'années se relâcher doucement, sans bruit. Et puis Léa apparut, dans un halo de vapeur et d'herbes fraîches, les mains prises par un plateau d'ingrédients qu'elle posa directement sur la table, devant Elina, sans un mot au début, se contentant de la regarder dans les yeux, comme pour vérifier que c'était bien elle, que cette enfant lumineuse était réellement revenue. « Tu veux cuisiner un peu avec moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix posée, presque intime, comme si elles étaient déjà complices. Gabriel ouvrit la bouche pour protester la cuisine, les risques, les ustensiles, mais avant même qu'il ne puisse formuler une objection, Elina avait déjà sauté de la banquette, les yeux brillants d'enthousiasme, et Léa, sans attendre, la mena derrière le comptoir, dans cet espace sacré et ordonné où elle régnait en chef mais où, étrangement, elle laissait la place à cet enfant comme à une apprentie d'exception. Gabriel resta seul à la table, figé, oscillant entre panique et admiration, incapable de détacher son regard de cette scène improbable. Sa fille, habillée de son petit pull rose, un tablier trop grand noué autour de la taille, découpant minutieusement une courge sous le regard attentif de Léa, qui corrigeait doucement ses gestes sans jamais brusquer, qui expliquait la texture, la couleur, la température, comme si chaque légume avait une histoire à raconter, un langage à offrir à celle qui acceptait d'écouter. Et pendant ce temps, le restaurant continuait de vivre, les assiettes circulaient, les conversations montaient en douceur, mais pour Gabriel, tout s'était figé dans cette image-là, celle d'un avenir possible, d'un monde où sa fille pourrait vivre sans peur, créer, choisir, goûter, parler avec les mains, avec le nez, avec les yeux, et surtout, être vue, comprise, entendue dans tout ce qu'elle avait d'unique et de précieux. Lorsque le plat fut enfin servi, une assiette délicate de légumes rôtis, d'une purée d'avoine à l'huile de noisette et de quelques herbes croquantes, Elina mangea lentement, savourant chaque bouchée, demandant même une deuxième portion, chose qui n'était jamais arrivée depuis des mois et Gabriel, stupéfait, sentit ses yeux s'embuer sans prévenir, incapable de contenir l'émotion brute qui montait en lui, cette gratitude immense, presque douloureuse, pour une inconnue qui avait réussi en 2 repas ce que des années de précaution n'avaient jamais produit, éveiller le plaisir chez son enfant. Ils restèrent longtemps ce soir-là, bien après que les autres clients soient partis, et Léa, sans même que Gabriel ne le demande, apporta 3 tasses de tisane au romarin et s'assit avec eux, comme si leur présence était désormais naturelle, comme si leur trio s'était formé au creux d'un besoin partagé de réparer quelque chose, chacun à sa manière. Ils parlèrent doucement, de cuisine, de voyage, de souvenirs, et Léa raconta, presque à mi-voix, qu'elle avait eu une petite sœur, Lucie, morte à l'âge de 10 ans d'un choc anaphylactique après une sortie scolaire mal encadrée, et que depuis ce jour, elle s'était jurée de créer un lieu où chaque enfant, quelle que soit sa différence, pourrait manger sans crainte, sans honte, avec le même droit au goût, au plaisir, à la découverte. Gabriel ne répondit pas tout de suite, incapable de poser des mots sur ce lien silencieux qui venait de se tisser entre eux, une douleur partagée, une promesse implicite, une forme d'amour peut-être, pas encore nommée mais déjà là, dans chaque regard prolongé,
chaque geste retenu. Ce soir-là, en rentrant, Elina s'endormit dans la voiture avant même d'avoir bouclé sa ceinture, le ventre plein, le cœur léger, et Gabriel, au lieu de conduire directement vers chez eux, tourna plusieurs fois en rond dans les rues éclairées de Paris, le regard perdu, hanté par le sourire de Léa, par le souvenir de ses mains guidant celles de sa fille, par l'étrange chaleur qui s'était installée en lui, mêlée d'espoir et de vertige. Mais toute lumière attire l'ombre. Car le lendemain matin, une notification s'alluma sur l'écran de son téléphone, une vidéo tournée discrètement dans le restaurant avait été postée sur les réseaux sociaux, montrant une enfant manipulant des couteaux dans une cuisine professionnelle, le tout agrémenté de commentaires accusateurs, de critiques violentes sur l'hygiène, la sécurité, l'irresponsabilité de l'établissement. Le visage d'Elina était flouté, mais celui de Léa ne l'était pas. Et déjà, les hashtags s'accumulaient, les appels au boycott se multipliaient, les journalistes appelaient pour avoir une réaction du père, des réservations étaient annulées, la tempête naissait. Et Gabriel, pétrifié, comprit qu'il était devant un choix, défendre Léa, au risque de tout perdre, ou se replier dans la peur, au risque de la perdre, elle aussi. Il y a des jours où l'on croit que tout ce qu'on a bâti avec soin, avec amour, avec prudence, peut être détruit d'un simple geste, d'un simple regard, ou pire encore, d'un simple clic, et ce matin-là, en lisant les commentaires acerbes qui déferlaient sur les réseaux comme une marée noire avalant tout sur son passage, Gabriel Morel sentit une rage ancienne, brûlante, longtemps contenue sous les couches de contrôle et de distance émotionnelle, remonter d'un seul coup, comme un volcan qui avait patienté trop longtemps dans le silence, et il ne savait plus si c'était la peur de voir la réputation de Léa anéantie, ou la terreur de voir Elina à nouveau replongée dans la solitude, mais une chose était certaine, ce monde numérique qu'il avait tant maîtrisé dans ses affaires, ce monde d'influence, de pouvoir et d'image, devenait soudain son pire ennemi. Il avait passé la matinée enfermé dans son bureau, téléphone coupé, incapable de répondre aux journalistes qui harcelaient son assistante, incapable de rappeler Léa dont les messages devenaient de plus en plus espacés, de plus en plus courts, jusqu'à disparaître complètement, remplacé par un silence glacial qu'il reconnaissait entre mille, car c'était le même que celui qu'il avait imposé à tout le monde après la mort d'Élise, un silence de repli, de survie, de protection désespérée. Et pourtant, malgré la panique qui s'emparait de lui, malgré le tumulte de ses pensées, malgré le poids croissant de ses responsabilités de père, de PDG, d'homme public, c'est le visage d'Elina qui revenait toujours, ce visage d'enfant qui avait enfin retrouvé la joie, la gourmandise, l'élan de vivre, ce visage qu'il n'avait pas vu sourire ainsi depuis la dernière photo de famille avec sa mère, un cliché usé qu'il gardait dans son portefeuille, et qui le regardait aujourd'hui avec reproche. Alors, incapable de supporter l'inaction, Gabriel prit une décision impulsive ou peut-être était-ce la seule décision possible pour un homme qui se refusait, cette fois, à fuir. Il appela la directrice de l'école, s'assura qu'Elina était bien en classe, en sécurité, puis prit sa voiture et roula à travers la ville congestionnée sans clignotant, sans GPS, sans plan, porté uniquement par le besoin viscéral de voir Léa, de lui parler, de lui dire qu'il n'avait pas changé d'avis, qu'il n'avait pas honte, qu'il voulait comprendre, réparer, rester. Mais quand il arriva devant le restaurant, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. La vitrine était éteinte, les stores baissés, une affichette griffonnée à la main annonçait une fermeture exceptionnelle pour maintenance, et derrière la vitre, les tables étaient désertes, les couverts absents, les nappes repliées, comme si tout avait été vidé en quelques heures, comme si l'on avait voulu effacer toute trace de vie, toute trace d'elle. Il frappa, une fois, deux fois, en vain, puis laissa son front contre la vitre, le souffle court, incapable de comprendre comment une si belle chose pouvait s'effondrer aussi vite, aussi brutalement, et il pensa, avec une amertume douloureuse, que peut-être, après tout, il ne méritait pas d'aimer à nouveau, que chaque fois qu'il s'approchait de la lumière, il finissait par l'éteindre. Mais le soir même, en récupérant Elina à l'école, il sut qu'il ne pouvait pas abandonner. Parce qu'elle courut vers lui en riant, parce qu'elle lui parla de cuisine, de citronnelle, de dessert qu'elle voudrait apprendre à faire, parce qu'elle demanda « On va chez Léa samedi ?» avec cette candeur confiante qui brise les cœurs, et qu'il dut lui mentir, lui dire que Léa était très occupée, mais qu'ils iraient bientôt, et il détesta chaque syllabe prononcée, chaque faux espoir déposé dans ses yeux. La nuit, il ne dormit pas. Il chercha sur Internet, retrouva l'ancien restaurant de Léa à Marseille, puis une interview dans un vieux magazine de gastronomie, puis enfin, un post oublié, datant de 2 ans, où elle parlait d'un potager collectif en banlieue, d'un projet personnel pour créer une école de cuisine inclusive. Et le lendemain, comme guidé par quelque chose de plus grand que lui, il s'y rendit. Il la trouva au fond d'un jardin communautaire, en bottes, genoux dans la terre,
les mains pleines de thym et de cendre, entourée d'enfants en train de planter des fèves, et lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il sut que c'était la première fois depuis des années qu'il voyait un visage féminin lui faire mal, pas par rejet, mais par pudeur, par tristesse, par épuisement. Elle ne parla pas. Il non plus. Il la regarda, longtemps, comme on regarde un tableau qu'on a abîmé sans le vouloir, puis il s'approcha lentement, s'accroupit, et dans un souffle presque inaudible, il dit. « Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Je n'ai pas su quoi faire, j'ai eu peur, pas pour moi, pour elle, pour toi. Et je crois que j'ai encore peur, mais je ne veux plus fuir. » Léa ne répondit pas tout de suite, elle arracha quelques mauvaises herbes, respira profondément, puis murmura. « J'ai tout perdu une fois, Gabriel. Ma sœur, ma confiance, et maintenant ce lieu. Je ne pourrai pas recommencer encore si tu me laisses tomber. » Et il posa la main sur la sienne, doucement, sans la serrer, comme pour demander la permission de rester, et dans ce contact timide mais chargé de promesses, quelque chose se dénoua, se réchauffa, se redressa peut-être. Et c'est alors que tout semblait prêt à renaître, qu'un appel interrompit ce moment fragile. Gabriel décrocha, et la voix de l'école, paniquée, l'informa qu'Elina avait eu une réaction allergique grave à la cantine, qu'elle avait été transférée à l'hôpital, que l'adrénaline n'avait pas suffi, et qu'il devait venir immédiatement. Il lâcha la main de Léa, le regard perdu, blanc comme un linge, et courut vers sa voiture sans dire un mot, le cœur battant à rompre, les mains tremblantes, une seule pensée hurlant dans sa tête, pas maintenant, pas elle, pas après tout ça. Et pendant qu'il roulait à toute vitesse, klaxonnant, criant, priant, Léa restait là, debout dans le jardin, les doigts pleins de terre et d'effroi, sans savoir si elle reverrait cet homme, ou cet enfant, ou cette fragile lueur d'espoir qu'ils avaient commencé à cuisiner ensemble. Il y a des salles d'hôpital qui ne ressemblent à rien d'autre au monde, des salles suspendues entre deux souffles, entre deux battements de cœur, entre l'espoir trop fragile pour être cru et la peur trop immense pour être dite, et lorsque Gabriel entra dans celle où reposait Elina, pâle sous les draps blancs, un masque d'oxygène sur le visage, un bourdonnement sourd dans les oreilles et des machines qui clignotaient en rythme à la place de ses certitudes, il sentit le sol se dérober sous ses pieds, non pas brusquement comme dans les chutes spectaculaires, mais lentement, insidieusement, comme si toute sa vie avait glissé dans une faille sans bruit, et qu'il ne restait plus que l'écho de ses erreurs. Il s'assit au bord du lit, sans même savoir comment, et prit la main minuscule de sa fille dans la sienne, cette main tiède mais trop immobile, cette main qui, hier encore, tenait un fouet de cuisine dans la paume de Léa, et il comprit alors, avec une douleur sourde, que tout ce qu'il avait tenté de fuir, tout ce qu'il avait voulu contrôler, sécuriser, maîtriser, n'avait été qu'un château de sable fragile face à la brutalité de la vie, et que l'amour, le vrai, n'était jamais dans la perfection, mais dans la présence. Il resta ainsi pendant des heures, parlant à voix basse, lui racontant des souvenirs, des histoires inventées, des secrets qu'il ne lui avait jamais avoués, comme cette nuit où il avait pleuré en l'entendant rire dans son sommeil, ou ce jour où il avait voulu l'emmener à la mer mais n'en avait pas eu le courage à cause de la peur des piqûres d'insectes, et il se demanda combien de moments il avait sacrifié à la peur, combien de sourires il avait étouffé sous le poids du récit, et combien de fois il avait failli rater l'essentiel. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle ouvrit les yeux. Un battement, un soupir, un miracle. Elle ne parla pas tout de suite, mais ses doigts serrèrent les siens, et ce simple geste, ce minuscule serrement de main, eut sur Gabriel l'effet d'une cathédrale qui s'effondre et se reconstruit en un instant. Il pleura, sans retenue, sans honte, sans pudeur, comme un homme qui n'avait plus rien à perdre sauf ce qui compte vraiment. Et quand les médecins confirmèrent qu'elle était hors de danger, qu'il s'agissait d'une contamination croisée, d'un manque d'attention dans une cuisine trop pressée, Gabriel ne ressentit pas la colère qu'il aurait cru, mais une fatigue immense, une lassitude profonde, comme si le combat invisible qu'il menait depuis tant d'années venait d'atteindre son paroxysme, et qu'il était enfin temps de déposer les armes. Ce fut Léa qui entra en dernier. Elle arriva sans prévenir, poussant doucement la porte, une petite boîte dans les mains, les yeux cernés mais le visage tendu d'une inquiétude qu'elle n'essayait même plus de cacher, et quand Gabriel la vit, il ne se leva pas, il ne parla pas, il la regarda seulement, longuement, comme on regarde un phare dans la tempête. Elle s'approcha, posa la boîte sur la table de chevet, et dit simplement. Une soupe au riz, au bouillon clair, avec quelques légumes râpés et de l'amour. Rien de risqué, mais tout ce qu'elle aime. Elina ouvrit les yeux, lentement, puis esquissa un sourire. C'est Léa, dit-elle d'une voix enrouée. Elle fait les meilleures soupes du monde. Et Gabriel, la gorge nouée, croisa enfin le regard de celle qu'il avait failli laisser partir. Reste, dit-il. S'il te plaît. Je ne veux plus faire ça sans toi.
Ce fut le début d'une lente reconstruction, d'un retour vers la lumière, non pas soudain, non pas cinématographique, mais réel, humain, fragile, ponctué de doutes, de gestes tendres, de maladresses sincères et de silences partagés. Quelques semaines plus tard, Gabriel organisa une fête dans son propre jardin, pas un événement mondain, pas un gala de bienfaisance, mais un repas, un vrai, pour les enfants de l'école d'Elina, pour leurs familles, pour les amis de Léa, pour ceux qui savaient ce que c'était que de vivre avec des allergies, avec la peur, avec la vigilance constante. C'était un samedi doux, lumineux, où le soleil filtrait à travers les feuilles des tilleuls, où les nappes blanches flottaient sous le vent léger, où les rires d'enfants remplaçaient enfin les bips d'hôpitaux et les silences tendus. Léa avait tout préparé, un buffet complet, 100% sécurisé, délicieux, inventif, sans aucune trace d'allergène majeur, avec des étiquettes colorées et des ingrédients clairs, des textures multiples, des plats pour les yeux autant que pour la bouche. Elina, vêtue d'une robe jaune soleil, courait entre les tables avec un badge « assistante chef », expliquant à tout le monde comment elle avait râpé les carottes ou mélangé la purée d'amandes, et Gabriel la regardait, les bras croisés, le cœur débordant de gratitude, sachant, au plus profond de lui, qu'il ne reverrait plus jamais sa fille comme avant, car quelque chose en elle avait changé, elle n'était plus définie par ce qu'elle ne pouvait pas manger, mais par ce qu'elle osait créer. À la fin du repas, Gabriel leva son verre de citronnade, se racla la gorge, et prit la parole devant tout le monde. J'ai longtemps cru qu'aimer, c'était protéger, surveiller, empêcher. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi faire confiance, lâcher prise, et partager. Et si ma fille est là, si elle rit, si elle vit, c'est parce qu'un jour, quelqu'un lui a offert un plat qui n'existait que pour elle. Il se tourna vers Léa, la voix tremblante. Ce quelqu'un, c'est toi. Tu as changé nos vies. Tu nous as appris que la cuisine, quand elle est faite avec le cœur, devient une façon de guérir. Léa, émue, s'approcha, et devant tous, elle lui prit la main. Ils restèrent ainsi, un instant suspendus, tandis que les enfants couraient autour d'eux, que la musique s'élevait doucement, et que le monde, enfin, semblait à sa juste place. Et c'est là, dans cette lumière d'après-midi, dans ce jardin bordé d'amour et de plats soigneusement pensés, que Gabriel comprit que le vrai luxe n'était pas dans ce que l'on possède, ni même dans ce que l'on réussit, mais dans les moments simples, vrais, humains, où l'on ose être vulnérable, et où l'on découvre, peut-être pour la première fois, que l'on n'est plus seul. Car parfois, il suffit d'un repas, d'un regard, d'une seconde chance, pour transformer une vie. Et cela, aucune allergie, aucun scandale, aucun passé ne pourra jamais l'effacer. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais tout à fait, des marques invisibles que le temps n'efface pas, mais qui l'adoucit, comme la mer qui polit les pierres brisées par les vagues, lentement, patiemment. C'est ce que Gabriel comprit dans les mois qui suivirent. La tempête médiatique n'avait pas totalement cessé, mais elle s'était atténuée, emportée par d'autres scandales, d'autres indignations numériques aussitôt oubliées. Le monde avait continué de tourner, indifférent, mais lui, il avait choisi de ne plus tourner en rond dans la peur. Avec Léa, les choses ne s'étaient pas reconstruites en un jour. Il n'y avait pas eu de miracle soudain, pas de baiser sous la pluie ni de déclaration dramatique. Il y avait eu des silences, encore, mais différents de ceux d'avant. Des silences pleins de présence, de gestes posés, de regards qui disaient l'essentiel. Il venait au jardin tous les samedis, parfois avec Elina, parfois seul, et il l'aidait à planter, à arroser, à réparer les clôtures. Il écoutait les enfants raconter leurs rêves en désordre, riait quand le chat volait les carottes, et il apprenait, lentement, à vivre sans contrôler chaque variable. Léa avait rouvert un atelier, modeste mais vivant, dans une ancienne grange rénovée, où elle enseignait la cuisine inclusive. Pas seulement pour les enfants allergiques, mais aussi pour ceux porteurs de handicap, pour les adolescents anxieux, pour les parents déboussolés. Elle ne cuisinait plus pour séduire les critiques, mais pour nourrir, pour guérir. Son feu sacré était intact, mais il avait changé de forme, moins flamboyant, plus profond. Elina, elle, avait grandi dans ses interstices. Elle parlait plus, riait plus, posait 1000 questions sur les plantes, les épices, les textures. Elle cuisinait avec une concentration joyeuse, choisissait les ingrédients avec une gravité comique, comme si chaque plat était une œuvre d'art. Son corps restait fragile, bien sûr, mais son esprit, lui, s'était libéré. Et un jour, à l'improviste, elle demanda. « Papa, est-ce que Léa, elle va rester longtemps dans nos vies ?» Gabriel avait souri doucement, puis répondu, sans hésitation. « Aussi longtemps qu'elle voudra. Et aussi longtemps que toi, tu le voudras. » Il n'y avait plus de promesses figées, plus de plans rigides,
seulement un fil invisible qui les reliait tous les trois, fait de confiance lente, de petites victoires quotidiennes, de tasses de tisane partagées au crépuscule pendant que la terre refroidissait sous leurs pieds. Un soir d'hiver, alors que Paris s'endormait sous un voile de givre, Gabriel invita Léa à dîner chez lui. Pas un dîner d'affaires, ni un test gastronomique, juste un moment simple. Il avait cuisiné lui-même, aidé par Elina, un plat modeste, velouté de patates douces, riz vapeur au laurier, quelques quartiers de pommes caramélisées. Léa avait tout mangé, en silence, avec un sourire qui n'avait pas besoin de mots. Et à la fin, Elina apporta un dessin, froissé sur les bords, représentant les trois, côte à côte dans un grand jardin, avec un soleil qui souriait et un papillon immense volant au-dessus de leur tête. Léa le prit dans ses mains, le regarda longuement, puis releva les yeux vers Gabriel. Il y avait dans ce regard une paix fragile, une tendresse retenue, et quelque chose d'autre qu'une confiance renouvelée, comme une lumière revenue dans un lieu longtemps plongé dans l'ombre. C'était là, dans cette simplicité-là, que Gabriel comprit que la transformation n'était pas dans un moment spectaculaire, mais dans la somme de ces petits gestes quotidiens, une main tendue, un plat partagé, un silence respecté. Il n'avait pas changé le monde, mais il avait choisi de changer son monde. Et parfois, cela suffisait. Des mois plus tard, lors d'une fête organisée au jardin pour célébrer l'anniversaire du projet, Elina monta sur une caisse en bois pour lire un petit mot écrit par elle, d'une voix encore timide mais assurée. Merci à Léa, parce que maintenant, j'ai moins peur. Et merci à papa, parce qu'il m'a laissé choisir d'avoir moins peur. Je vous aime. C'est tout. Il y eut un silence, puis des applaudissements, des rires, des larmes discrètes. Gabriel, les yeux embués, serra la main de Léa sans la lâcher, et elle, sans un mot, posa sa tête sur son épaule, juste un instant. Assez pour dire que malgré les cicatrices, malgré les deuils, malgré le monde parfois dur et injuste, l'amour, quand il est patient, peut renaître. Et il se dit, en regardant les lanternes suspendues dans le vent, que peut-être, le vrai miracle n'était pas dans la guérison totale, ni dans la sécurité parfaite, mais dans la liberté nouvelle d'aimer sans condition, sans masque, avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on a encore à réparer. Il y a des silences, enfin, qui ne font plus peur. Des silences pleins de présence, de chaleur. Des silences qui murmurent, tu es chez toi ici. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais tout à fait, des marques invisibles que le temps n'efface pas, mais qui l'adoucit, comme la mer qui polit les pierres brisées par les vagues, lentement, patiemment. C'est ce que Gabriel comprit dans les mois qui suivirent. La tempête médiatique n'avait pas totalement cessé, les réseaux avaient la mémoire courte, mais une bouche bavarde, pourtant, elle s'était atténuée, emportée par d'autres colères, d'autres indignations passagères. Le monde avait continué de tourner, indifférent, mais lui, il avait choisi de ne plus tourner en rond dans la peur. Avec Léa, les choses ne s'étaient pas reconstruites en un jour. Il n'y avait pas eu de miracle soudain, pas de scène digne d'un film, pas de promesses exaltées. Il y avait eu des silences, encore, mais différents. Des silences pleins de présence, de gestes posés, de regards qui disaient l'essentiel. Il venait au jardin tous les samedis, parfois avec Elina, parfois seul, et il l'aidait à planter, à désherber, à réparer les barrières en bois que les enfants cognaient avec leurs vélos. Il écoutait Léa expliquer les cycles de la terre, les saisons du thym, l'importance de la patience, et il apprenait, lentement, à vivre autrement sans vouloir tout prévoir, tout maîtriser. Elina, elle, avait trouvé dans ce jardin plus qu'un lieu, un souffle, un espace à elle. Elle avait commencé un petit carnet de recettes, où elle dessinait les légumes avec des yeux et des sourires, notait les goûts qu'elle aimait, les textures qu'elle préférait, les combinaisons qu'elle voulait essayer. Elle ne parlait plus seulement de ce qu'elle ne pouvait pas manger, mais de ce qu'elle voulait manger. Elle goûtait, elle osait. Un jour, elle déclara fièrement. « Je crois que je serai chef, mais pas chef de restaurant. Chef d'imagination. » Gabriel avait ri, d'un rire doux et libre, ce genre de rire qu'on n'a plus depuis longtemps et qu'on redécouvre comme une langue oubliée. La vie s'était mise à ressembler à quelque chose de plus souple, de plus respirable. Il y avait encore des jours d'inquiétude, des examens médicaux, des alertes, des refus de certaines écoles trop rigides, mais ces jours-là n'étaient plus des gouffres. Ils étaient entourés, contenus, adoucis par les jours lumineux passés avec Léa, Elina, et cette petite communauté que la chef avait bâtie à force de bienveillance et d'acharnement discret. Un soir de printemps, alors que les cerisiers du jardin commençaient à fleurir, Gabriel invita Léa à dîner chez lui. Pas un dîner formel, pas un test, juste un repas simple, partagé, préparé avec Elina. Il avait mis la table sur la terrasse,
sortit les vieilles assiettes en faïence d'Élise, allumait quelques bougies. Au menu, velouté de patates douces, riz au laurier, pommes au four avec cannelle. Rien de spectaculaire. Mais tout était juste. Léa avait mangé en silence, un sourire doux aux lèvres, et à la fin, Elina apporta un dessin, plié 4 fois, représentant les trois, debout dans un champ, le soleil derrière eux, et un texte maladroit en haut. Merci d'être ma recette préférée. Gabriel sentit un nœud céder doucement en lui. Il ne dit rien, posa simplement sa main sur l'épaule de Léa. Elle ne bougea pas. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Plus tard dans la soirée, après qu'Elina se soit endormie devant un dessin animé, ils restèrent tous les deux sur la terrasse, enveloppés dans des plaids, à regarder les étoiles émerger une à une. Gabriel, hésitant, murmura. Tu sais. Je ne pensais pas que j'aurais droit à une deuxième fois. Pas après Élise. Pas après tout ça. Mais, avec toi, ce n'est pas une seconde chance. C'est une autre vie. Et je crois que je suis prêt à l'aimer aussi. Léa ne répondit pas tout de suite. Elle leva les yeux vers le ciel, puis dit doucement, sans emphase. Ce n'est pas une autre vie. C'est la tienne. Simplement, tu recommences à la vivre. Leurs doigts se cherchèrent, se frôlèrent, se trouvèrent. Aucun serment ne fut prononcé. Il n'y en avait pas besoin. L'essentiel était là, dans cette lumière paisible, dans ce silence rempli de promesses discrètes. Quelques semaines plus tard, Elina monta sur une petite estrade installée dans le jardin communautaire, lors de la fête annuelle de l'atelier. Elle tenait une feuille tremblante, lisant d'une voix hésitante mais fière. Merci à Léa, parce que maintenant, j'ai moins peur. Merci à papa, parce qu'il m'a laissé choisir d'avoir moins peur. Et merci à moi, parce que j'ai choisi de continuer d'essayer. Même quand c'est dur. Même quand j'ai envie de me cacher. Parce que maintenant, je sais qu'on est trois. Il y eut un silence, puis des applaudissements, des rires, quelques larmes. Léa la serra fort. Gabriel aussi. Il pensa à Élise. Il pensa à Lucie. Il pensa aux absentes qui avaient fait de la place aux vivants. Ce soir-là, tandis que la nuit tombait sur le jardin, que les lanternes s'allumaient, que les enfants couraient entre les rangées de tomates, Gabriel regarda la scène devant lui et se dit que le mot « famille » pouvait parfois se réinventer, doucement, autrement, sans effacer le passé mais en écrivant le présent. Et dans le souffle tiède du vent, il crut entendre quelque chose, pas une voix, mais un murmure ancien, peut-être le sien, qui disait enfin « Tu peux rester. Tu peux aimer encore. Tu peux recommencer. » Et il resta.